Bonjour. Dans une précédente vidéo, j'ai donné quelques arguments pour justifier l'idée que la démocratie serait un mauvais régime politique. J'avais précisé que ce n'étaient pas mes convictions personnelles que je défendais à ce moment-là. Je vais maintenant vous montrer pourquoi cette argumentation n'est pas du tout convaincante. Je ne vais pas revenir sur la première moitié de la vidéo où j'expliquais que la démocratie actuelle, ce qu'on appelle en tout cas la démocratie, n'est pas réellement démocratique. En effet, il me semble que malheureusement, c'est bien la réalité. Le régime dans lequel nous nous trouvons, le régime de la République française, mais qui est très comparable à celui d'autres pays dits démocratiques, comme l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, les États-Unis, le Japon, la Corée du Sud, etc. En réalité, tous ces régimes-là, même s'ils ne sont pas complètement des dictatures, ne sont pas réellement démocratiques. Je ne reviens pas sur cette argumentation en disant, pour simplifier, que ceux qui ont réellement le pouvoir, ce ne sont pas les citoyens ordinaires, ce sont les plus riches, les plus puissants, les plus instruits, et d'ailleurs ce sont souvent les mêmes qui sont à la fois les plus instruits, les plus riches et les plus puissants. C'est en fait une minorité, une sorte d'aristocratie qui gouverne réellement. Et les élections sont là pour donner un vernis démocratique à un régime qui ne l'est pas réellement. En revanche, je m'oppose à ce que je disais dans la précédente vidéo, à savoir que ce serait une excellente nouvelle que nous ne soyons pas en démocratie. Non, ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est en réalité un constat assez triste que nous pouvons faire. Mais c'est un constat que nous devons faire pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir instaurer une véritable démocratie. Alors, je vais maintenant passer en revue les trois principaux arguments que j'avais exposés dans la précédente vidéo. Le premier argument, c'était que une démocratie digne de ce nom, cela engendrerait des discussions interminables et qui n'aboutirait pas à quelque chose de satisfaisant. Personne ne serait véritablement content. À la rigueur, une partie de la population pourrait l'être, mais on n'arriverait pas à dégager véritablement un consensus, une solution qui puisse satisfaire à peu près tout le monde. Alors, il y a plusieurs manières de répondre à cet argument. La première objection qu'on pourrait faire, ce serait de dire que si cela est vrai pour la démocratie, si effectivement on ne peut pas arriver à trouver une solution qui satisfasse vraiment tout le monde, ce sera encore plus vrai probablement d'un régime aristocratique où une minorité de gens décide pour le reste de la population sans demander finalement l'avis aux citoyens ordinaires. D'une part, ces gens risquent fort de suivre leur intérêt propre, de faire des mesures qui les avantagent. Par exemple, les citoyens les plus riches vont faire des lois qui les avantagent pour réduire les impôts des plus riches. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe, hein, depuis que, comment dire, il n'y a plus de menace révolutionnaire comme il y a pu y en avoir au XXe siècle. Il y avait une menace communiste qui terrifiait un petit peu les gens les plus riches. Depuis que cette menace a disparu, au moins provisoirement, eh bien, les impôts sont devenus de moins en moins redistributeurs. Et globalement, les systèmes fiscaux dans les différents pays prétendument démocratiques ont permis en fait une croissance des inégalités entre les plus riches et les plus pauvres. Donc, la minorité qui gouverne, en fait, se sent les mains libres pour faire ce qu'elle veut et pour faire des choses qui ne sont pas forcément dans l'intérêt général. Par ailleurs, même indépendamment de ces questions économiques, de cette question de répartition des richesses, on pourrait dire que le simple fait de se savoir exclu du pouvoir politique, eh bien, ça suscite de la colère. Les gens se sentent méprisés. Il y a plus de 20 siècles déjà, Aristote le disait. Alors Aristote, ce n'était pas un fervent partisan de la démocratie, mais il avait quand même quelques arguments solides pour défendre la démocratie. Et il disait notamment, un régime dans lequel la multitude, c'est-à-dire la masse des gens, la grande majorité des gens, se trouve exclue du pouvoir politique,
Eh bien, c'est un régime qui fabrique une masse d'ennemis, une foule qui est mécontente et qui risque fort de se révolter. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce qui va arriver bientôt. Ça a un petit peu commencé, les gilets jaunes ne sont peut-être qu'un aperçu de ce qui pourrait arriver si les inégalités continuent de se creuser. Deuxième chose qu'on pourrait dire, c'est que même si le consensus absolu, même si l'accord parfait entre les citoyens n'est probablement pas possible, on peut quand même s'en approcher. Et on peut s'en approcher notamment si les inégalités de richesse, mais aussi les inégalités d'instruction, ne sont pas trop importantes. Si un pays est extrêmement divisé, c'est souvent justement à cause de ces inégalités dont je parlais tout à l'heure. Il y a une partie de la population qui n'a clairement pas les mêmes intérêts que le reste de la population. D'ailleurs, Rousseau le disait déjà dans le Contrat social, il y a environ 250 ans de cela, pour qu'il y ait un régime vraiment républicain, c'est-à-dire un régime où ce soit vraiment l'intérêt général qui prime et non pas simplement l'intérêt d'une minorité, eh bien, il ne faut pas simplement qu'il y ait l'égalité devant la loi, une égalité théorique. Il faut qu'il y ait une certaine égalité dans les richesses, ou du moins des inégalités modérées. Rousseau n'était pas favorable à une égalité parfaite, mais il ne faut pas, d'après lui, qu'il y ait d'un côté des gens très riches, extrêmement puissants, et de l'autre des gens qui sont tellement pauvres, eh bien qu'ils sont obligés de se vendre aux plus riches, de vendre leur force de travail, mais aussi de vendre leur vote. Il y a des favelas, des bidonvilles au Brésil, paraît-il, où il y a des gens très riches qui arrivent, qui font des donations pour améliorer le sort des gens qui vivent dans une très grande pauvreté, et qui disent, eh bien, si vous votez pour nous aux prochaines élections, eh bien, nous allons continuer à vous aider. Là, on voit clairement que la démocratie est complètement tordue. Elle n'existe pas du tout. Même, elle n'est même plus existante en apparence. Par ailleurs, il y a quand même moyen de terminer les débats. On parlait de débats interminables. Bien non, il y a quand même moyen de terminer les débats, c'est de voter. Alors, comment faire pour faire voter tous les citoyens? Est-ce que c'est possible techniquement? Eh bien oui. Certes, on ne va pas faire voter les citoyens tous les jours, ce n'est pas possible. Mais au moins pour quelques votes importants, quelques lois importantes, il est parfaitement possible d'inviter les citoyens à voter plusieurs fois par an. Et même, il est possible de faire en sorte que les citoyens, comme le voulaient les fameux gilets jaunes, soient eux-mêmes à l'initiative d'une partie des lois, avec le fameux référendum d'initiative citoyenne. Il n'y a pas besoin d'aller très loin pour en voir la preuve, il suffit d'aller en Suisse où une partie des lois vient en fait d'une initiative de citoyens qui ont demandé à ce qu'on discute, soit au niveau cantonal, soit au niveau fédéral, donc de certaines propositions de loi. Et ça entraîne des débats, bien sûr, mais après tout, cela est sain dans un régime qui est des débats de manière à ce que tout le monde puisse avoir son mot à dire et que tout le monde puisse s'instruire également. Car c'est en débattant d'un sujet que l'on s'informe, on s'informe mutuellement, les citoyens s'éclairent mutuellement, et puis ils lisent des choses, ils s'instruisent. C'est un petit peu ce qui a eu lieu à l'occasion du référendum sur le traité constitutionnel européen en 2005, dont j'avais parlé lors de la précédente vidéo. Un grand nombre de citoyens en France eh bien, s'est informé sur ce traité, qui était un texte long et difficile, et beaucoup de gens ont acquis des compétences qu'ils n'avaient pas auparavant. Ce point me permet de faire la transition vers la deuxième partie de cette vidéo. Précédemment, j'avais dit qu'il faudrait laisser le pouvoir à ceux qui sont les plus instruits, les plus compétents, ceux qui ont fait des études, parce qu'ils sont censés savoir mieux que les citoyens ordinaires ce qui est bien pour la société dans son ensemble. Eh bien, cet argument, il n'est pas très difficile de lui faire des objections. D'abord, comme je le disais, lorsque on propose aux citoyens de s'intéresser à la politique et d'avoir réellement du pouvoir, eh bien les citoyens s'y intéressent. Les citoyens s'instruisent. Ça, c'est une première chose. Deuxième argument.
sur un grand nombre de sujets, les politiciens professionnels ne sont en fait pas plus experts que n'importe quel citoyen. On l'a bien vu à propos de la crise sanitaire, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs. Hein. Eh bien, là, on a des domaines extrêmement pointus, où même les experts ne sont pas toujours d'accord entre eux. À plus forte raison, des politiciens professionnels eh bien, ne sont pas plus habilités que n'importe quel citoyen à savoir ce qui est bien, est-ce qu'il faut des masques, pas de masques, quel type de vaccin, etc. etc. En réalité, dans énormément de domaines, on pourrait parler aussi du nucléaire, de l'agriculture, des changements climatiques, dans énormément de domaines, les politiciens professionnels, même s'ils ont fait de longues études, même s'ils ont fait Sciences Po, même s'ils ont fait l'École nationale d'administration, eh bien, ils ne sont pas plus convaincants que n'importe quel citoyen. Ils ne sont pas plus convaincants parce qu'ils ne sont pas mieux formés, ils ne sont pas plus instruits. Eux-mêmes, ils sont obligés de faire appel à des experts. Et donc, on peut très bien imaginer que des citoyens, en s'instruisant, puissent justement acquérir des compétences qui leur permettent de voter des lois en connaissance de cause. Par ailleurs, pour simplifier, on pourrait dire, les discussions démocratiques, on pourrait envisager que dans certains cas, ce ne soit pas tout le peuple qui soit convoqué pour voter une loi, mais que ce soit des représentants du peuple. Alors vous me direz quelle est la différence avec le système actuel, où ce sont des représentants du peuple, des députés qui votent les lois. Bon. Eh bien, la différence, ce serait que ces députés pourraient être tirés au sort. Comme cela se faisait pour certaines fonctions, d'ailleurs, dans la démocratie athénienne. Et d'ailleurs, même Emmanuel Macron a reconnu que c'était une idée intéressante, puisque, notamment sur le sujet du changement climatique, il a accepté, ce n'était pas son idée à lui, mais enfin, il a repris cette idée, il a accepté qu'il y ait une convention citoyenne sur le climat, et il avait promis que des citoyens ordinaires, tirés au sort, qui soient représentatifs de l'ensemble de la population, puissent émettre des propositions pour, disons, diminuer les conséquences des gaz à effet de serre, pour faire en sorte que le changement climatique ne soit pas trop brutal. Et donc M. Macron avait promis qu'il reprendrait sans filtre l'immense majorité des propositions des citoyens. En réalité, ce n'a pas été le cas, malheureusement, et les membres de cette convention ont jugé que le résultat final, c'est-à-dire ce qu'a retenu M. Macron, son gouvernement et les députés de la majorité, était extrêmement décevant. En réalité, tout a été fait pour que les propositions des citoyens ne soient pas prises en compte. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces citoyens n'ont pas voté des propositions comme ça sur un coup de tête. Ils ont discuté pendant des heures, pendant des jours. Ils ont fait appel à des experts, ils se sont formés. Donc, n'importe quel citoyen peut acquérir des compétences dans des domaines, y compris des domaines très techniques. Un autre argument, emprunté là encore à Aristote, dans son ouvrage La politique, ou Les politiques, ça dépendra comment on traduit le titre de cet ouvrage. Donc Aristote disait que ceux qui fabriquent quelque chose ne sont pas forcément de meilleurs juges pour juger de la qualité de leurs produits que les utilisateurs. Un exemple, un charpentier qui fabrique un gouvernail pour un bateau ne sera pas forcément un excellent juge, en tout cas pas forcément le meilleur juge pour savoir si ce gouvernail est un bon gouvernail. Il faudra demander l'avis des utilisateurs, c'est-à-dire des marins professionnels, et en particulier du pilote du navire, celui qui gouverne justement le navire, celui qui utilise le gouvernail. De la même manière, nous dit Aristote, les convives d'un festin, c'est-à-dire les invités à un repas, ceux qui mangent le repas, sont au moins aussi aptes à juger de la qualité du repas que les cuisiniers, qui sont des professionnels de la cuisine. Eh bien, il en va de même pour la politique. Les citoyens ordinaires savent très bien quelles sont les conséquences des mesures politiques pour leur vie quotidienne. Par exemple, pour la question des impôts. On voit bien notamment quand on a des revenus modestes, on voit très bien si un gouvernement a pris des mesures qui allaient plutôt dans le sens de l'intérêt justement des plus pauvres,
ou au contraire des mesures qui vont plutôt privilégier les riches. Si on reçoit des aides sociales ou bien si les salaires augmentent, on le constate. On peut constater également si un gouvernement va faire une politique qui est plutôt en faveur des services publics hospitaliers, scolaires, la poste, etc. Hein. Ou plutôt un gouvernement qui explicitement ou implicitement favorise plutôt la privatisation de ces services au profit d'intérêts privés. Ça, on peut le constater quand on voit des bureaux de poste qui ferment, des hôpitaux ou des écoles qui ferment ou qui sont complètement pleins à craquer. Ça, on peut le voir. N'importe quel citoyen peut le voir. Il n'a peut-être pas une vision globale de la société, mais au moins il peut voir ce qui se passe chez lui, dans son village, dans sa ville, dans son quartier, dans son entreprise aussi, dans son ménage. Donc il y a une certaine expertise des citoyens parce que tout simplement, ils savent quelles sont les conséquences des politiques décidées en haut lieu. Donc ils ont leur mot à dire. Enfin, toujours Aristote nous permet de produire un nouvel argument qui est que même si chaque citoyen en lui-même pense d'abord à son intérêt particulier, eh bien, avec d'autres citoyens, il peut y avoir un débat qui s'instaure et qui permet, on pourrait dire, l'apparition d'une idée commune, la prise de conscience qu'il y a un intérêt général, un intérêt commun. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, une information mutuelle. Les citoyens s'informent mutuellement. Il y a une intelligence collective qui naît. Et Aristote nous dit, plusieurs citoyens ordinaires mis ensemble peuvent produire une solution plus juste, qui soit davantage dans le sens de l'intérêt général, qu'un seul citoyen qui est particulièrement instruit et qui a des compétences dans le domaine politique particulièrement importantes. Il y a une intelligence collective qui est peut-être supérieure, et bien souvent supérieure, à l'intelligence de chaque citoyen particulier. J'en reviens maintenant à la dernière partie de la vidéo précédente où je disais que, en cas d'urgence, eh bien, il fallait suspendre les libertés et donc non seulement empêcher la démocratie d'advenir, mais même suspendre l'état de droit. Nous sommes actuellement plus ou moins dans un état de droit. Ce n'est pas un régime démocratique, mais c'est un état qui, à peu près, respecte les libertés publiques, même si, comme je l'ai dit la dernière fois, c'est de moins en moins le cas. Bon. Alors, que vaut cet argument? Eh bien, pas grand-chose. Certes, dans des cas exceptionnels, par exemple, s'il y a une bataille pendant une guerre, là, effectivement, il faut qu'il y ait un minimum de discipline, et même des penseurs anarchistes peuvent être d'accord sur le fait que pour certaines actions très particulières, il faut qu'il y ait à un moment donné un leader qui donne des ordres lorsqu'il s'agit vraiment de quelque chose d'urgent. Mais lorsqu'il s'agit de quelque chose comme le climat, alors certes c'est une urgence et chaque jour compte d'une certaine manière. Lorsqu'il s'agit d'un phénomène, disons, qui est malgré tout très progressif et qui implique non seulement un pays, mais plusieurs pays, et non seulement une partie de la société, mais l'ensemble d'une société, eh bien là, il vaut mieux qu'il y ait des discussions collectives. Il vaut mieux qu'il y ait un processus vraiment démocratique. D'ailleurs, si on reprend l'exemple du climat que je donnais, ou l'exemple plus généralement des catastrophes écologiques, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on constate que, malgré le fait que les gouvernements aient conscience des problèmes, notamment du problème de l'urgence climatique, mais aussi des pesticides, de la disparition d'une multitude d'animaux, d'espèces vivantes, enfin, c'est vraiment terrible. Les gouvernements en ont conscience, ils le disent eux-mêmes d'ailleurs, nous travaillons pour l'écologie, etc. En réalité, ils ne font rien, ou très peu de choses. Et le problème continue d'exister, et parfois même il empire. Par exemple, en France, eh bien, l'usage des pesticides, depuis ces dernières années, a encore augmenté dans l'agriculture. Il y a donc visiblement un problème dans nos sociétés
oligarchique ou aristocratique, où un petit nombre de gens qui gouvernent, sans doute parce qu'ils sont plus ou moins complices avec des intérêts financiers et industriels, eh bien, ils font tout pour empêcher de vraies solutions d'advenir. Il en va de même dans le domaine économique. On pourrait dire que c'est une urgence de réduire le chômage, mais ça fait des années et des années qu'on parle de ça, et en fait, rien n'est fait concrètement. Alors, il y a des pays, certes, où peut-être le taux de chômage est moins important que la France, mais il y a un problème de sous-emploi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont travailler, par exemple en Allemagne ou aux États-Unis, qui vont travailler juste quelques heures par semaine, et ce n'est pas un choix de leur part, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Donc là, il y a un réel problème, mais clairement, les gouvernements n'ont pas ressenti véritablement le besoin de résoudre ce problème, probablement parce que cela avantage un grand nombre d'entreprises d'avoir des salariés qui sont peu exigeants en termes de salaire et de conditions de travail, parce qu'ils ont peur de se retrouver au chômage. Donc, clairement, y compris pour des problèmes très urgents, il ne faut plus laisser le petit nombre des gens privilégiés gouverner à notre place. Alors pour terminer, je vais vous donner 3 conseils de lecture. Alors d'abord, il y a les 2 ouvrages que j'ai mentionnés, des classiques, donc le Contrat social de Rousseau, La politique ou les politiques d'Aristote, et enfin un 3e livre qui est beaucoup plus récent et que je vous recommande parce qu'il est relativement facile à lire et assez court. C'est un livre qui s'appelle La démocratie sans maître. Alors j'ai peur que vous ne puissiez pas voir puisque là l'image va être inversée comme dans un miroir, mais je mettrai les références sur le site de la chaîne, donc vous pourrez cliquer et voir quelques informations sur ces 3 ouvrages. Alors le 3e ouvrage, il a été écrit par quelqu'un qui a une formation philosophique, puisqu'il a été lui-même professeur de philosophie, et c'est quelqu'un qui a également fréquenté les milieux politiques. Il a été notamment à la mairie de Paris, à l'époque où Bertrand Delanoë était maire de Paris, et il écrivait des discours pour Bertrand Delanoë. Il a vu de près comment cela se passait, ce monde des politiciens professionnels, et il a été dégoûté par cela. Il a été dégoûté par ce monde finalement assez mesquin, où les gens ne cherchent pas véritablement l'intérêt général, l'intérêt de la société dans son ensemble, mais ils sont pleins d'ambition, ils veulent vraiment le pouvoir pour le pouvoir, et ils sont prêts à tout pour cela. Et cela lui a donné envie d'écrire un livre où il répond aux arguments de ceux qui disent que la démocratie, c'est pas une si bonne chose que ça, que le peuple est ingouvernable, le peuple n'est pas compétent, etc., etc. Donc, lisez ce livre qui, dans une langue assez claire et avec des arguments convaincants, eh bien, développe des choses que j'ai dites dans cette vidéo et également propose d'autres arguments.